pour cette conférence, en fait, je tiens vraiment à présenter ma méthodologie de travail et par rapport à la question du renouvellement dans la création de caractères typographiques, c'est-à-dire comment aujourd'hui encore créer du nouveau, créer du neuf à partir de l'existant. Et c'est une question qui, je pense, interroge beaucoup de créateurs de caractères typographiques, créatrices, à savoir comment repartir de caractères existants, parce qu'évidemment, c'est difficile de partir de rien, de partir d'une page blanche. Donc souvent, on a des points de départ, et ensuite on les transforme, on se les approprie. Et donc je vais vous présenter là vraiment mon cheminement, mon point de départ jusqu'à l'aboutissement, mais je tiens vraiment à mettre en avant ma méthodologie de travail et d'être assez transparente sur ma méthode de travail. Je vais vous présenter plusieurs projets de création typographique et vous verrez qu'à chaque fois il y a des modes qui peuvent être différents. Alors tout d'abord je voulais vous montrer différentes manières de travailler, différents outils. Ça, c'est une méthode de travail que j'ai faite quand j'étais étudiante au post-diplôme à Amiens, avec Patrick Douane, qui nous faisait, à partir de feuilles noires, découper des lettres, et c'était presque de la sculpture. Là, on dessinait à partir de la matière, mais on dessinait avec des ciseaux. Donc on avait un rapport qui était complètement différent de celui qu'on peut avoir habituellement, soit en calligraphie, soit avec de l'esquisse, ou encore plus par rapport à l'ordinateur. Et ça, c'est une méthode en fait, que j'ai beaucoup aimé expérimenter. Et après, il y avait un travail à la photocopieuse où on affinait, on refotocopiait, on transformait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai ensuite mené au cours de plusieurs workshops. Alors là, à droite, c'est l'ENSBA à Lyon. C'était un workshop que je faisais avec Thomas Marchand, et à gauche, c'était à Aix-la-Chapelle. Et là, cet objectif, à ce moment-là, cet exercice, c'était vraiment de dessiner qu'avec des ciseaux, qu'avec une paire de ciseaux, et de ne pas du tout toucher de crayon. Et ce qui amenait des formes qui étaient complètement différentes de celles qu'on aurait pu concevoir avec des crayons ou avec un ordinateur. Tout ça pour dire que c'est intéressant parfois de se déplacer et de changer d'outil pour trouver des nouvelles formes. On dessinait vraiment l'objectif. Bon, c'était aussi parce que c'était un travail avec Thomas Marchand de travailler sur le petit, sur le minuscule. Et ça, c'est un workshop qui est très intéressant avec les étudiants et les étudiantes quand on aborde au tout début le dessin de caractères. Et ensuite, là, c'est encore autre chose, un workshop que j'avais fait à la Biennale de Chaumont. On avait dessiné des toutes petites lettres, et puis là, c'était pour la restitution. On avait choisi une d'un étudiant qui l'avait peint en très grande, et c'était aussi intéressant tout d'un coup, plutôt que de regarder la fonctionnalité d'une lettre quand elle est en toute petite et qu'elle est lisible, qu'est-ce qui se passe quand on l'agrandit et quand on la regarde différemment et qu'elle devient plus décorative, plus ornementale, plus bizarre. Alors moi, je suis dessinatrice de caractères typographiques, mais je suis aussi designeuse graphique. Et c'est souvent un point de départ pour moi, les commandes de création de design graphique. Et cette petite photo, c'est un projet que j'ai fait il y a 2 ans à Montpellier. C'est donc une commande de design graphique. C'était surtout pour vous montrer en fait que pour moi la lettre déjà elle est partout dans mon travail et que c'est un vrai plaisir et c'est un vrai jeu, en tout cas de jouer avec la lettre et de justement expérimenter et de pas avoir peur parfois un peu de la chahuter. Là, je travaillais pour un festival de graphisme à Montpellier qui a été monté avec les médiathèques de Montpellier, et on m'a demandé de faire un marque-page, donc c'était un rêve absolu pour moi. Et le M était très important dans le nom du festival, parce que le M il représente à la fois Montpellier, médiathèque, métropole. Et j'en ai fait une petite marionnette, une petite mascotte qui vient comme ça. En fait, il y a une découpe, il y a un des morceaux en fait, qui est derrière la page. Donc ça vient vraiment s'accrocher à la page. Et du coup, ça faisait des petites têtes qui dépassaient là. Et ça a eu pas mal de succès, cet objet-là. Après, j'ai fait un lettrage, des affiches, des dépliants. Et en tant que Strasbourgeois, vous devez reconnaître ce livre normalement. Voilà. Et j'ai un grand intérêt pour la gravure lapidaire aussi, vous allez le voir par la suite. Et il m'arrive parfois, il faut avoir le temps, la place et un espace où on ne dérange pas grand monde avec le bruit et la poussière pour pouvoir faire de la gravure lapidaire. Pour pouvoir apprendre, j'avais organisé un stage avec Franck Jalot à l'IMEC à Caen,
C'était en 2012 pour apprendre la taille de la lettre dans la pierre. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a, dès le départ, en fait, dès mon apprentissage à l'ESAT d'Amiens, j'ai eu toujours une fascination comme ça pour la lettre sculptée. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve après dans mon travail. Alors je vais vous parler un petit peu de l'infini, mais pas que de l'infini. Mais l'infini, en fait, je vais vous le présenter vraiment par rapport à ma connaissance, en tout cas à ce moment-là aussi, de l'histoire de la typographie et comment en fait j'ai pu dans ce caractère-là mettre différents éléments, différentes références de caractères existants. Et qu'est-ce qui en a fait que c'est devenu l'infini? Donc c'était une commande publique, c'était en 2014, c'était au début un concours. Et l'objectif de cette commande publique, qui était vouée à ce que ce soit gratuit pour le grand public, vraiment, il y avait une portée pédagogique de ce projet-là, c'était de présenter et d'expliquer au-delà simplement des graphistes, qu'est-ce que c'est la typographie, qu'est-ce que c'est le dessin de caractère. Et j'ai porté mon attention en fait sur d'anciennes gravures lapidaires ici du début du christianisme, où en fait c'est Émile Ruder qui le dit mieux que moi. Il dit qu'ici, quand on voit les ligatures, il estime que la lisibilité en est volontairement sacrifiée afin d'obtenir un texte à voir, secondairement informatif. Et c'était quelque chose qui m'intéressait justement, de déplacer la lecture et habituelle du lecteur ou de la lectrice, et que tout d'un coup, ils se mettent à regarder les lettres différemment et à être peut-être curieux et d'essayer de comprendre comment ça se lit, comment les lettres se tiennent les unes par rapport aux autres, comment elles s'agencent. Et il y avait aussi une vraie volonté dans ce projet-là de m'adresser, en tout cas que ça puisse être accessible pour des enfants. Donc j'ai aussi travaillé sur les pictogrammes, qui sont à l'origine de notre alphabet, à l'époque du phénicien. Là, en fait, je commençais déjà à avoir une sorte d'histoire chronologique du pictogramme, donc à l'époque du phénicien, des ligatures du début de notre ère, du romain, début de l'imprimerie, de l'italique du début du XVIe siècle, et du gras, parce que dans la famille qu'on m'avait demandé, il y avait romain, italique, gras, qui était un peu la base de la famille. Et en fait, je me disais, souvent le grand public ne sait pas forcément à quel moment le romain a été conçu, l'italique également, et le gras également. Donc c'était l'occasion de raconter une histoire à travers ce caractère typographique qu'on retrouve dans le spécimen typographique, le spécimen lui-même, alors il n'y a plus les éditions, il n'y en a plus maintenant, mais tout ça c'est sur le site internet de l'Infini. Si vous téléchargez le caractère, il y a un PDF avec tout le texte qui est écrit par Sébastien Manlingen, qui se veut justement le plus accessible possible. Et donc ce spécimen raconte l'histoire de l'écriture jusqu'à la typographie numérique d'aujourd'hui. Et ce spécimen est vraiment une illustration où là c'est un texte. Là c'était l'invention de l'écriture avec le phénicien, avec les pictogrammes qui deviennent les idéogrammes et qui tout d'un coup, petit à petit, pas tout d'un coup justement, deviennent notre A romain capital. Là c'est une double page où c'est l'écriture en boustrophédon, avant quand on lisait dans les deux sens. Voilà, donc dans l'infini, le caractère n'est pas dans les deux sens, mais juste pour la mise en page, ici, je voulais que le lecteur ou la lectrice fasse l'expérience de l'écriture en boustrophédon. Avant, on lisait les lettres dans les deux sens. Et ensuite, ça a été stabilisé en moins 400. Et quand j'ai enfin réussi à trouver le nom infini, ce qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai tout de suite pensé en fait au façonnage du spécimen typographique, où j'avais envie de faire une reliure japonaise avec l'idée, parce que l'intention de l'infini c'est justement de montrer une évolution et quelque chose qui est continu et sans fin. On le voit encore aujourd'hui avec l'écriture inclusive. Et donc là je voulais vraiment insister aussi que le façonnage du spécimen soit en lien cohérent avec le caractère typographique et qu'on ait les images en fait qui basculent d'une page à l'autre comme s'il n'y avait pas de fin. Et donc pour pouvoir raconter cette histoire, j'avais le souhait de partir des anciennes écritures lapidaires et de les faire voyager, de les amener jusqu'à aujourd'hui, qu'elles s'inscrivent vraiment dans un caractère numérique. C'était en 2015 à ce moment-là. Donc j'ai regardé des modèles. Il y avait le modèle plus classique qu'on connaît de la capitale romane, la capitale monumentale, des proportions qu'on avait plus l'habitude de connaître, et j'avais envie même de partir encore un petit peu plus loin, plutôt dans des formes même qui pouvaient renvoyer à de l'écriture grecque.
Voilà, j'avais eu la chance en 2015 d'aller visiter un musée de l'épigraphie à Athènes. Bizarrement, il n'y avait absolument personne. Et je trouvais ça assez magnifique justement de regarder ces inscriptions et à quel point elles étaient géométriques, alors voilà, c'était il y a 2000 ans. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui fait les caractéristiques de l'infini, c'est ces formes biseautées, voilà, avec peu de courbes. On est dans une incise, mais vraiment assez droite, assez radicale. À cette époque-là, j'avais évidemment comparé avec des caractères existants de la même, on va dire, catégorie. Et j'avais justement noté que ces caractères-là, souvent, ils relevaient plutôt d'une forme d'écriture, ils étaient plutôt instables. Et j'ai voulu justement les fixer et les stabiliser pour les emmener plus du côté de la typographie. Voilà, et de la lettre mécanique. Donc en haut, il y a le lithos de Carole Tombly, qu'on connaît tous, voilà, qui justement est asymétrique, avec des terminaisons qui sont obliques. Et donc mon souhait vraiment avec l'infini, c'était de l'amener vers la typographie, donc avec une symétrie, des terminaisons horizontales par rapport à la ligne de base. Et ensuite, j'ai retranscrit tout ça sur les bas de casse, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des capitales. Les bas de casse sont arrivés plus tard. Les minuscules sont arrivés plus tard. Voilà, donc on retrouve exactement ces attributs sur les bas de casse. Et puis pour rappeler la gravure lapidaire, j'avais le souhait aussi que les terminaisons soient bien acérées. Et j'ai repris quand même la différence, la disproportion des chasses qu'on peut retrouver dans la capitale romaine. Voilà, avec des lettres beaucoup plus larges, d'autres beaucoup plus étroites. Et puis ce qui m'avait fasciné aussi dans ces modèles que j'avais pu voir, c'était l'aspect géométrique, voilà, que j'ai mis aussi dans les lettres. Et puis un petit clin d'œil aussi à l'antique olive de Roger Excoffon, dans les années 50, 1950, fin 1950. Et voilà, j'avais envie aussi d'avoir comme ça des clins d'œil à différents moments de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un petit clin d'œil à l'antique olive? C'est qu'il y a un poids qui est plus important sur le haut des lettres, voilà, qui est vraiment spécifique à cette époque-là, à ce moment-là. Bon, là, c'est juste un aperçu du glyphe 7 complet, donc ça, c'est le romain, avec tous les signes accentués, voilà. Et après, l'italique, je vais essayer de ne pas parler que de l'infini, donc je vais un peu me dépêcher, mais j'ai fait un travail juste j'avais le choix, le souhait à ce moment-là de travailler d'avoir une pente douce au niveau de l'italique, d'avoir une chasse légèrement plus étroite. En fait, mon souhait, alors c'est vraiment exactement les mêmes attributs que le romain, évidemment, pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et mon souhait, c'était vraiment que le gris optique soit très très proche entre l'italique et le romain, et qu'il n'y ait pas forcément de dissociation entre les deux. Aussi parce que j'ai toujours eu une fascination, et vous le verrez après dans un autre projet, pour l'italique. Et le fait que dans son origine, dans son histoire, ce qui est raconté dans le spécimen, c'est que c'était une forme qui était complètement autonome au début, qui a été inventée par Aldémanus en typographie au début du XVIe siècle, qui était autonome dans les premiers livres de poche, qui étaient très accessibles aussi financièrement pour les étudiants et les étudiantes. C'était peut-être plus des étudiants. Et voilà, le souhait aussi, c'était que ça puisse fonctionner en autonomie, sans forcément être en complément du romain. Et le gras, après, le gras, du coup, c'était en référence au XIXe siècle, à la révolution industrielle, à la réclame et à la publicité qui arrive dans la rue, sur des affiches aussi. Et d'avoir un caractère, là, forcément, qui soit plus gras, qui soit plus encombrant, et visuellement, qui interpelle plus le lecteur et la lectrice. Voilà. Et puis j'avais eu la chance, pour la première sortie vraiment de l'infini, de concevoir la carte des vœux du Centre national des arts plastiques. Et là, j'avais dessiné même une black juste pour l'embossage, parce que le texte qu'il m'avait donné, c'était « Le Centre national des arts plastiques soutient l'art contemporain depuis 1791 ». Et donc là, littéralement, les vœux en fait, sont soutenus par l'embossage. Et aux vœux, il y avait donc, ça venait s'insérer dans les lettres, les vœux de la présidente. Alors, il faut que j'accélère un peu, je pense. Voilà, le travail des ligatures, je vais passer un peu vite. Il y avait des ligatures qui sont programmées, 4 lettres, et la plus grande, c'est 5 lettres. Bon, ce qui me plaisait beaucoup là-dedans, ça a été un vrai plaisir de les dessiner, c'est qu'on arrive presque à des signes qui ne sont pas forcément reconnaissables quand ils sont isolés. Donc ça, c'est toutes les ligatures qu'il y a dans l'infini, donc c'est vraiment calqué plutôt sur le français, sur les suites de lettres qui sont les plus récurrentes. Et puis quand ça arrive dans le texte, c'est complètement lisible, même si forcément ça interpelle aussi. Les pictogrammes, je vais passer un petit peu vite. Ça a été... je voulais quand même vous le montrer parce que ça a été un travail très très long, même s'il y en avait 26, ça m'a pris beaucoup de temps.
de définir les pictogrammes. Je voulais des choses qui soient immédiatement reconnaissables par des enfants, tout de suite. Donc ça aussi, c'est programmé. Bon, la petite blague, c'est que j'ai essayé de mettre l'univers dans l'infini, mais je n'ai pas gardé. Et puis après, j'essayais, quand je les avais stabilisés, en fait, j'essayais après de trouver différentes formes. Là, le R pour route, le serpent. Voilà, j'essayais ensuite de les stabiliser. Et je voulais qu'ils fonctionnent aussi en petit corps, en texte de labeur. Voilà, ce qui fait qu'il y a certaines formes comme le nœud et l'aquarium qui ne sont pas passées, que je n'ai pas pu les garder. Et voici les 26 lettres définitives ici, donc, qui sont programmées. Et voilà, ça m'a amené aussi à faire des ateliers avec des enfants, donc qui renvoient là à l'origine des pictogrammes. Et alors, par rapport à cette question de source, je voulais juste vous montrer quelques interpellations que j'ai pu avoir à l'époque de Facebook encore, où là j'avais quelqu'un qui me disait qui écrivait que c'était une copie de l'Optima. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on me l'a dit plusieurs fois en fait que c'était une copie de l'Optima, alors que bon, je pense que c'est très différent justement, avec tout le respect que j'ai pour Hermann Saft. Et lui, il est beaucoup plus dans des courbes, l'infini est beaucoup plus biseauté et beaucoup plus gras. Je pense qu'on n'est pas sur le même registre. Après là, d'autres exemples ici j'ai eu c'est un ancien étudiant qui m'a envoyé ça il y a quelques années. C'est un graphiste dans un autre pays qui il a vendu ce caractère-là à un client, donc il l'a bien vendu. Et donc je l'ai contacté et il m'a envoyé ses fichiers sources, qui en fait étaient mes fichiers sources. Il est parti de mon caractère et il a essayé juste de le traficoter un petit peu. Et je pense qu'il a compris que c'était pas possible ce qu'il avait fait. Voilà. En tout cas, qu'il ne s'était pas suffisamment éloigné de l'infini, parce que c'est surtout ça en fait là que je veux soulever, c'est qu'en fait c'est évidemment tout à fait possible. Enfin, ce matin j'écoutais le dernier podcast de Graphic Matter, si vous connaissez. C'était André Baldinger et Toine Vu qui parlaient, et André justement disait de toute façon les caractères ce ne sont que des variations de variations. Et évidemment, il ne s'agit que de ça, de variation. Mais évidemment, il faut trouver la justesse pour ne pas être trop proche. Et il disait aussi, André, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, en fait, aussi d'essayer de sourcer clairement, en fait, les origines. Et moi, j'ai aucun problème à dire que l'Albertus de Bertan Volpe a été vraiment une source par rapport aux proportions de l'infini. Et il se trouve que cette personne qui avait donc bien utilisé l'infini, il a compris qu'il avait sans doute un peu dépassé les limites il était trop proche dans la référence. Et ensuite, à son client, il lui a proposé un caractère très très proche de l'Albertus. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, vous parler d'un projet qui est beaucoup plus récent, qui est sorti il y a peut-être un mois, et vous montrer comment j'en suis arrivée là. J'ai eu une commande j'ai été contactée par une historienne qui est spécialisée dans le travail de Pablo Picasso, et là qui travaillait sur Marie-Thérèse Walter, qui a une relation avec Pablo Picasso. Voilà, elle avait 17 ans et il en avait 28 de plus quand il est rentré en relation avec elle. Et c'est quelqu'un qu'il a plutôt caché dans sa vie, avec qui il a eu une fille. Ces tableaux, vous les connaissez sans doute. Et la famille de Pablo Picasso a refusé, en fait, elle était contre la publication de ce livre qui était sur la relation avec cette femme, a refusé l'usage de photographies pour ce livre. Et du coup, l'historienne m'a dit, j'ai trouvé un éditeur, il est prêt à éditer mon livre, mais on ne peut pas mettre d'image sur la couverture, il faudrait que ce soit uniquement typographique. Donc c'était génialissime, j'étais très contente. Et donc à cette époque-là, je fouillais un peu dans mes archives, parce que souvent, moi, je vais consulter des archives dans différents endroits, je collecte pas mal de choses, puis après je les range dans mon ordinateur et puis je m'en souviens et je retourne les consulter. Et là, il y avait ce caractère-là, alors qui est plus tardif par rapport à leur relation, mais que je trouvais intéressant aussi. Il y avait même un caractère là, donc là on est plutôt sur des caractères des années 50-60. Il y avait même ce caractère-là qui était associé avec une œuvre de Pablo Picasso, et je trouvais en fait qu'il y avait un rapport assez sophistiqué et à la fois un peu compliqué dans ce caractère-là qui m'intéressait. Donc je suis partie de là et j'en ai fait ce lettrage sur la couverture. Et ce travail sur les sperluettes, en fait, qui vient vraiment représenter un peu comme un personnage, une sorte de symbole de leur relation, qui était à la fois très érotique et en même temps
Comme on pouvait le voir sur les peintures, il y avait quelque chose d'assez harmonieux dans les formes, mais aussi quelque chose d'assez compliqué dans leur relation. Et donc j'ai essayé par cette esperluette, et dans la relation de cette esperluette, en fait, de représenter leur relation. Voilà, sur la tranche, il y avait aussi une petite esperluette. Voilà. Et ce dessin de caractère, ce lettrage, me plaisait à la fois pour son côté un peu fantaisiste et en même temps sa complexité. Et j'aimais bien, en fait, ce que j'aimais aussi quand j'avais pris les photos, c'était le côté légèrement incliné. Je me suis posé la question, si je devais dessiner les bas de casse, comment je pourrais les dessiner. Et à ce moment-là, j'essayais un peu je crois que c'était en 2021, j'essayais aussi de me projeter sur une création de caractère, peut-être sans empattement, ce que j'ai rarement fait. Et puis là, je trouvais que c'était pas encore suffisamment. Enfin, là, on est plutôt sur un caractère display avec beaucoup de contraste. Donc, j'ai essayé de le rendre moins contrasté et de retravailler sur cet intérêt de l'italique redressé ici. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'avais en référence le Colline d'Émilie Rigaud ou alors je sais pas comment ça se prononce, le Jousse de Laurent Boursellier. Voilà, sur justement cet intérêt pour l'italique redressé et qui était autonome. Donc l'idée là, c'était de faire un caractère romain, mais que ce soit de l'italique. Voilà. Et là, je cite Albert Botton parce que j'avais aussi l'Eras qui est légèrement incliné en référence. Et puis bon, à ce moment-là, c'était un peu anecdotique, mais je trouvais ça rigolo que tout d'un coup l'italique devienne le romain et que le romain devienne l'italique. Voilà, que le romain devienne le compagnon de l'italique tout d'un coup. Mais bon, ça faisait un peu private joke pour les type designers. Donc après, je suis restée plutôt sur un upright italique et un slanted italique. Et en fait, il y a une variable font qui fonctionne entre les deux, donc même les utilisateurs et les utilisatrices peuvent choisir l'inclinaison qu'ils veulent. Et là, vraiment, le but, c'était d'avoir un caractère en fait, qui fonctionne bien pour du texte courant, mais qui soit sur une base plutôt d'italique, qu'on retrouve particulièrement dans ce A qui n'est pas un A romain, avec avec une boucle. Voilà. Et donc ce caractère-là, il a été publié en septembre dernier par la fonderie californienne Onotype. Et donc, comme souvent, il se doit, pour les utilisateurs, utilisatrices, de faire plusieurs variations de graisse. Voilà, donc, tac. Et donc simplement là, pour vous montrer en comparaison le lettrage d'origine et jusqu'où je suis allée sur un caractère un peu plus géométrique, un peu plus... avec un peu moins d'aspérité et moins de contraste, mais qui est plus facile d'utilisation pour du caractère de labeur. Voilà. Maintenant, je voulais vous présenter un autre caractère typographique, c'est l'orientation, que j'ai commencé à dessiner en 2016. J'avais eu une commande d'un designer graphique qui s'appelle Tan Pong Lei, qui maintenant a fondé le studio Travaux Pratiques, et qui travaillait pour la signalétique de logements étudiants à Roubaix avec l'architecte Mathilde Billet. J'ai peur de me tromper. Et donc Tan, il m'avait... Alors là, c'était vraiment un petit budget, mais qui était très honorable de sa part, mais c'était simplement pour me lancer sur un projet, et j'étais partante pour le faire. Et il m'a donné 2 contraintes. Pour dessiner ce caractère typographique, il m'a dit qu'il faudra que ça fonctionne en pochoir et que ce soit un caractère plutôt géométrique. Et j'avais en tête ce caractère-là, le fanfare de Louis Oppenheim, qui date de 1928, qui me plaisait beaucoup. Je voyais un potentiel là pour le retravailler, notamment peut-être en stencil. C'était un caractère que j'avais en tête et qui m'a servi de point de départ. Donc là, je commence à dessiner à partir de ça. Voilà, j'arrive vers une forme qui est peut-être un petit peu plus gothique. Et ça, je la soumets au designer, à Tan, et il me dit qu'il trouve que c'est un peu raide, un peu trop dur pour être peint directement sur du béton. Il voulait que ce soit quelque chose un peu plus sympathique. Donc je repars à la main, parce que pour ce caractère-là, j'ai beaucoup dessiné à la main, aussi parce que j'avais besoin de trouver des solutions et de m'éloigner de l'ordinateur. Et aussi, vous retrouvez là un travail plutôt de découpage. Et comme c'était un caractère pochoir, la demande était de dessiner un caractère pochoir, il fallait que les contreformes soient ouvertes, donc les formes intérieures. Et donc j'ai été assez littérale, en fait je suis venue prélever une forme, l'extraire et ouvrir la forme. Et c'est ensuite ce qu'on retrouve après dans toutes les autres lettres, c'est ce qui fait un peu l'ADN de ce caractère typographique. Et là je vais vous montrer en fait, à droite en jaune c'est la lettre qui est stabilisée,
Et à gauche, je vous montre en fait quelques esquisses et recherches de lettres, parce que c'est quelque chose, alors que je disais souvent, enfin je dis toujours souvent à des étudiants et des étudiantes, en fait c'est bien aussi d'essayer d'épuiser les formes et de chercher, même s'il y a des trucs là qui sont complètement idiots, qui sont très moches, qui ne fonctionnent pas, juste de les éprouver, de les tester, voilà, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, voilà, le G, j'ai essayé avec une forme plutôt de G romain. Et là, je trouvais que j'étais aussi trop proche du G du minuscule, Thomas Marchand. Je suis partie sur une forme plus géométrique. Le O, j'avais aussi essayé une version où c'est seulement la forme intérieure qu'on lit. Et on peut lire le O par le blanc, justement par le vide. Le S, qui a été assez compliqué dans cette forme-là, mais j'ai trouvé une forme. Voilà, l'été. Le V. Alors, les lettres diagonales, c'est un peu coton. Le Y, alors j'aimais énormément celui-ci. Des fois, c'est difficile de quitter des lettres. L'autre fonctionnait mieux. Voilà, et les capitales. Donc, c'était où trouver, où mettre les diagonales, où mettre les coupures. Voilà. Le K, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, la lettre Q aussi, j'aimais beaucoup. En fait, c'est vraiment un seul geste, un seul et un geste. Voilà, le Y aussi, j'aimais beaucoup celui-là, mais il fonctionnait un petit peu moins avec l'ensemble. Voilà, et voici ici l'alphabet stabilisé. Et voilà, je voulais vous remontrer le point de départ dont je me suis, voilà, qui était ma source, vraiment ma référence, et dont je me suis plutôt éloignée. Et évidemment, les chiffres étaient très importants dans cette commande, parce qu'ils allaient être peints pour les numéros de chambre et les étages. Donc, voilà les signes, les chiffres finaux. Et comme après, j'en ai fait une famille typographique, ça c'est les... Mince, j'ai plus le mot. Les tout petits. Les indices, ouais. Voilà, j'ai adoré les faire. Où là, vraiment, je trouve qu'on retrouve l'aspect un peu papier découpé. De seulement venir faire en fait des incisions, des découpes pour faire rentrer de la lumière et nous donner l'indice sur de quelle lettre il s'agit. Et voici, alors c'est assez grand mais on ne s'en rend pas bien compte là, donc c'est à Roubaix si vous passez par là-bas. Et ensuite, j'ai travaillé avec la fonderie américaine Commercial Type. Et c'est vrai que souvent, quand on travaille avec une fonderie, on fait rarement qu'une seule graisse, il faut le romain et l'italique. Donc là, j'ai la famille, ce qu'on appelle le design space, c'est quand on réfléchit aux différentes graisses et styles. Voilà, alors je vais peut-être accélérer un peu. Je sais pas, je ne me rends pas compte. J'ai dessiné le light qui, du coup, en fait, quand on dessine pour ce type-là de caractère display, on a d'autres problématiques. On ne peut pas simplement la rendre plus grasse. Il fallait aussi que la chasse, elle soit plus étroite. Et il y avait certains chiffres comme ça qui ne fonctionnaient pas en light, donc il fallait proposer aussi des nouvelles formes. Voilà. Donc là, c'est les alternates, parce que du coup, dans le light, il y a des alternates, avec plus de lumière, plus ouvert. Et ça, c'est les versions qui sont plus proches du romain. Et le bold, qui pose aussi d'autres questions. Là, il a fallu augmenter la hauteur d'X. Je suis un peu technique, mais... Voilà, le F, là, par exemple, la traverse, il n'y avait pas la place du tout de la mettre, donc il faut la baisser. Le G, il faut raccourcir la panse en haut. Là, il y avait des petits problèmes de collision parce que les montantes et les descendantes, comme on augmente la hauteur d'X, sont plus petites. Donc là, le J, si on ne veut pas qu'il chatouille le voisin, il fallait le couper radicalement. Enfin, j'ai choisi de le couper. Et du coup, comme j'ai fait ça pour le J, j'ai fait ça pour le L. Donc là, tout d'un coup, on a une nouvelle alternate dans le gras. Voilà. Et le W, j'ai une petite trouvaille pour le bold. En fait, comme il y a un très très grand encombrement pour cette lettre, je proposais une nouvelle forme du W qui se lit plutôt bien alors qu'on n'est pas forcément dans une forme, un dessin traditionnel. Voilà. Et donc là, c'est la famille complète, les 3 italiques dans les 3 graisses et romain pareil. Et petite surprise, il y a quelques semaines... Voilà, très sympathique d'une fonderie qui a vendu ce caractère à une institution. Voilà, j'apprécie que le A ait été retourné au moins. Voilà, c'est sympa quand même.
Voilà. Non, mais enfin, je montre ça, évidemment, je nomme pas, mais voilà. À gauche, c'est l'orientation, et à droite, c'est la création, nouvelle création de la fonderie. Et c'est juste, je trouve ça un peu regrettable, en fait, je pense que c'est sans doute un manque de temps. Enfin, je vois pas autre chose, en fait, juste de pas s'emparer plus des choses et de pas chercher plus. Et évidemment, je pense qu'on fait que des variations de variations, mais je pense que ça mérite de s'éloigner un petit peu plus. Parce que je ne suis pas encore morte. Voilà, si on peut respecter ça. Et là, je voulais vous montrer très rapidement une autre manière de travailler. Alors ça, c'était à ce moment-là, je discutais beaucoup avec Hervé Aracil sur les questions de classification, qu'il déteste complètement. Voilà, il est assez radical là-dessus. Et c'était passionnant de discuter avec lui, c'est une discussion qui est encore en cours. Et où justement, il était plutôt critique par rapport aux classifications. Donc là, je mets Human et Didot, c'est par rapport à la classification de Maximilien Vox, mais il en existe plein. Ou à gauche, je mets une Human et à droite, une Didone. Et là, je travaillais pour l'université Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où je faisais l'identité visuelle et un caractère typographique pour les usagers du lieu, les étudiants, les étudiantes et toutes les personnes qui travaillaient à l'administration. Et voilà, par rapport au brief qu'ils m'avaient donné, il y avait une volonté un peu classique, mais de stabilité et en même temps d'humanité. Donc j'avais essayé de trouver cet équilibre à la fois en mixant ces deux époques, ces deux références, une qui est peut-être un petit peu plus vivante, parce qu'il se rapproche plus de l'écriture, et une autre qui se veut justement, Lady donne plutôt des caractères très très stabilisés. Donc là justement, dans ce roman et cet italique, c'est vraiment l'intention en fait de faire un mix des deux, avec à la fois ici une attaque biseautée qui rappelle plutôt la calligraphie, enfin l'oblique de la plume, et à la fois des empattements rectilignes qui soient stables, et à l'inverse pour l'italique ici, on retrouve en fait le mouvement qu'on peut avoir calligraphique, où on retrouve la courbe à gauche et à droite l'angle, et alors que ici l'attaque elle est horizontale. Donc là, c'était vraiment cette intention-là, dans ce caractère-là. Enfin, je suis partie finalement, là, j'avais pas vraiment une référence propre, mais c'était à partir de plein de caractères que j'avais en tête de différentes époques, et d'essayer de faire un caractère un peu hybride. Ici, toujours pareil, les familles classiques italiques, gras et romains. Voilà. Et là, je voulais vous montrer une autre création qui est assez récente, qui s'appelle Le Moulin. Ça, c'est une création en fait, qui est partie d'une envie personnelle. C'était lié au même moment que ce caractère pour Sciences Po. J'avais été un peu fouinée dans les archives du musée de l'imprimerie à Lyon. J'avais consulté à cette époque-là les archives de Ladislas Mandel, aux côtés d'Alice Savoie. Et puis, j'étais tombée sur ce caractère, l'icône de Adrienne Frutiger, qui date de fin 70, début 80, où Adrienne Frutiger avait travaillé sur ce caractère-là qui était utilisé pour les tubes cathodiques. Et à l'époque, avant de l'appeler icône, il l'avait appelé caoutchouc, parce que c'est un caractère qui doit supporter la distorsion. C'est pour ça qu'il n'a pas une droite, il n'a que des courbes pour qu'il puisse être penché, incliné, élargi, et qu'il supporte ça. Et je trouvais ces formes vraiment magnifiques, et j'avais envie de partir de ce caractère-là. Et je suis partie du N, et simplement du fait que, alors là c'est peut-être un peu petit de voir ça à distance, mais évidemment il y a le lien à la gravure lapidaire, ça reste une incise, et ce qui me plaisait vraiment, c'était que les empattements en haut partaient plus à gauche et en bas plus à droite. Et là on est vraiment sur un caractère qui est que en courbe, et moi l'idée m'a plu. Et ensuite, j'ai décidé de absolument plus regarder ce caractère, et c'est seulement pour la conférence où je les mets en vis-à-vis, pour que vous puissiez voir la comparaison. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit, justement, sur s'éloigner de la source, là, on est vraiment sur un caractère de labeur, on est sur un caractère romain, donc ça peut vous paraître peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas forcément la création de caractère, peut-être qu'ils ont l'impression que c'est exactement le même caractère, mais il y a quand même pas mal de choses différentes, notamment sur les proportions des capitales. Celle de Adrienne Frutiger est beaucoup plus carrée. Et puis, moi, j'ai fait un choix aussi vraiment d'être... déjà, je n'ai pas que des courbes, et ce qui me plaisait justement, c'était d'avoir cette forme ici qui soit très radicale, qui soit très coupée. Et ce que j'adorais, c'était au niveau des contreformes, qu'on soit vraiment dans une sorte de geste, en fait, qui soit fluide et qui ne s'arrête pas. Et c'est ça que j'ai essayé, en fait, vraiment de garder dans ce caractère, ce qu'on retrouve dans les contreformes ici, où on a vraiment une forme très arrondie. C'est vraiment ça qui m'a plu dans ce caractère.
Je vous montre ici quelques lettres, à chaque fois le roman en italique. Et voilà ici le caractère en texte avec l'italique. Et c'est un caractère qui a été édité récemment, qui est distribué depuis l'année dernière par la fonderie Commercial Type, avec qui je travaille, qui a d'ailleurs diffusé l'orientation, et où du coup, j'ai évidemment pour satisfaire les usagers et usagères différentes graisses, romains et italiques. Et voilà, pour le coup, là, c'était vraiment une intention qui partait de mon propre désir. Et juste pour vous donner une notion, l'infini, je l'ai dessiné en moins d'1 an, parce que j'avais vraiment un calendrier à tenir, et qu'à cette époque-là, j'étais très jeune, et que j'avais accepté de ne plus avoir de vie sociale. Et le moulin, lui, je l'ai dessiné, alors évidemment, il y a beaucoup plus de style, mais j'ai mis 4 ans à le dessiner, parce que ça s'est inséré entre mes commandes, parce que c'était pas rémunéré, parce qu'entre-temps, il y a eu une petite pandémie, j'ai eu un petit garçon, j'ai déménagé 3 fois. Tout ça pour dire en fait que ça peut des fois s'étendre, c'est très long et c'est assez difficile. Et des fois, quand c'est des travaux qui sont rémunérés, l'infini, pour être transparente avec vous, parce que je me dis que pour les étudiants et les étudiantes aussi, ça peut aider, c'était une commande publique et celle-ci, elle était rémunérée à hauteur de 25 000 €, à la fois pour le spécimen typographique, le design du spécimen, du site internet et la famille typographique. Et pourquoi le tarif est aussi élevé ? C'est parce qu'il y a une cession de droit. En fait, ce caractère-là, je ne peux plus du tout le commercialiser. Il appartient à tout le monde maintenant. Il est libre de droit. Et ensuite, je sais que pour le faune, ça a un peu augmenté parce que, c'est pareil aussi pour le caractère que j'ai fait pour Sciences Po. En fait, c'est une cession de droit. Et du coup, forcément, le montant n'est pas le même. Ça veut dire qu'après, on ne peut pas du tout le distribuer, en fait, qui ne nous appartient plus. Alors que là, justement, c'est un caractère maintenant, en fait, pour lesquels je perçois quelques royalties, qui devient de l'argent de poche. Et je suis... Ah, ok. Bon, je vais terminer. C'est pas terminé, mais je vais terminer. C'était pour vous montrer, pour qu'on ait aussi un peu le temps de discuter, c'était juste pour vous montrer aussi, là j'ai terminé la partie de création de caractères typographiques. C'était juste pour vous montrer en fait que ma manière de travailler en tous les cas, pour essayer aussi peut-être de me renouveler, c'est d'essayer de trouver des méthodes de travail peut-être un peu différentes, qui parfois aussi passent par le corps. Ici c'est aussi des ateliers que j'ai pu faire avec des enfants, d'essayer en fait de réfléchir autrement aux lettres, à la manière de la représenter, à la fois aussi par la création d'outils. Voilà, là c'est un workshop que j'avais fait à l'ENSAD il y a quelques années, où j'avais demandé aux étudiants et aux étudiantes de fabriquer des outils pour ensuite dessiner des lettres. Et là vraiment, il y avait une intention à la fin en fait de faire une sorte de performance aussi, ça faisait partie du projet. Voilà. Et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine à l'école d'art de Nancy. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait en partenariat avec le Conservatoire de danse de Lyon et les Beaux-Arts de Lyon, où on combinait la danse et le design graphique. Et puis, en fait, je vais pas passer cette partie-là. Je vais aller à la fin. Juste terminer avec ça. Une bougie pour laquelle j'ai dessiné des chiffres, et c'était pour terminer le mot de la fin, pour dire que en tout cas que dans mon approche de la lettre, j'essaye c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence hors piste. En tout cas, j'essaye du mieux que je peux d'être à côté du chemin peut-être, et de prendre des risques, quitte à me planter, et de me déplacer en tous les cas. Je ne sais pas si je suis hyper claire, mais... Alors, merci.